Quel est le point commun entre un Russe du 19e, la Genèse et les violences policières de Sainte-Soline? Aziz Light! Première pièce du puzzle, rappelez-vous de la Genèse. Parce que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alors, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. S'il y a vraiment un gars qui a rien fait dans cette histoire-là, c'est le Sol, quoi. Mais il y est pour rien, le gars. On va pas se mentir. À la fin du 19e, le géologue Dokuchayev se balade près du lac Ladoga et visite une forteresse du XIIIe siècle. En haut de ces murailles, il constate que des plantes poussent. Or, la muraille étant faite de la main humaine, il a une révélation et dit « Mais alors, le sol se crée ». Et il devient le papa de la pédologie, l'étude des sols. Mais alors un sol, qu'est-ce que c'est ? De la poussière apportée par le vent consolidée par de l'eau qui s'est entassée là, devient le réceptacle de graines. La première cohorte de végétation spontanée, ce sont des lichens, de la mousse et de tout petits organismes type gazon. Tout ce qui est vert et mou est riche en azote, tout ce qui est sec et cassant est riche en carbone. La première cohorte est riche en azote, elle n'a pas de tige. Elle va venir enrichir ce protosol. Ayant commencé à établir un premier ratio carbone-azote, cela donne les conditions pour une deuxième cohorte de végétation spontanée munie de tiges. Ces tiges dans lesquelles peuvent se loger et se reproduire de tout petits insectes herbivores, leur permettent de se multiplier rapidement. Leur présence et leur odeur attirent une deuxième cohorte d'insectes, cette fois-ci carnivores. Et tout ce petit monde, par son odeur, attire bien sûr les oiseaux, qui venant chasser dans les parages, déposent des fientes contenant des graines de baies de petits arbustes. Et nous voyons une troisième génération spontanée végétale. Nous avançons peu à peu vers la forêt. Dans ces petits arbustes vont se cacher de plus en plus d'animaux qui vont pouvoir loger. Il y a de plus en plus de terre, il va y avoir des terriers qui vont venir aérer tout ça. Toute la faune se met en place et nous arrivons vers les forêts primaires. La forêt primaire, qu'est-ce que c'est ? Comme je le dis toujours, on ne marche jamais sur le sol de la forêt, on marche sur la litière, des couches et des couches de feuilles en décomposition depuis des années, puisque le sol forestier a pour particularité d'être alimenté en permanence de biomasse. Nous allons couper ce sol en tranches, que l'on appelle en pédologie des horizons. La première, c'est l'épigée, ensuite l'endogée, et après on s'en fout. L'épigée, c'est de 20 à 50 cm maximum, l'endogée, c'est la même chose, mais en dessous. Mais alors cette litière, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais vous présenter une bande de petits potes qui font un boulot extraordinaire et que personne ne connaît vraiment. Les colamboles. Ils sont plutôt sympas, eux ils vont commencer à attaquer les feuilles. Si vous vous baladez un jour en forêt et que vous tombez sur des feuilles qui sont complètement en dentelle, où il ne reste plus que les nerfs et où tout le reste a été bouffé, c'est le travail des colamboles. Il y a aussi les acariens qui ressemblent à des toutes petites araignées et tout un autre tas de petits mondes. Les cloportes, qui sont de la famille des crustacés, grâce à leurs mandibules beaucoup plus fortes, vont pouvoir casser et dégrader le reste de ces matières. Tout ce petit monde produit des matières fécales, bien évidemment, qui contiennent des bactéries qui vont continuer à dégrader cette matière. Or, il faut savoir une chose. Non, la plante ne pousse pas dans la terre. Elle pousse dans le complexe argilo-humique, le CH, que nous verrons en détail dans une autre vidéo, qui sont constitués par les premiers centimètres de sol sous la litière. Les plantes ne peuvent pas absorber de minéraux. Les minéraux, c'est les caillasses. Les caillasses, ça ne s'absorbe pas. Il faut que ce soit transformé en sels minéraux. Bon, ça c'est le travail de l'alcalination, on verra ça plus tard. Ce sont toutes ces enzymes de bactéries qui décomposent et redécomposent toutes ces matières qui tombent en permanence sur le sol, qui vont créer une pluie de nutriments sous forme de sels minéraux, donc qui sont solubles dans l'eau, donc qui sont absorbables par les racines et véhiculés à l'intérieur de l'arbre. En gros, ce sont les 15 premiers centimètres de terre qui nourrissent la totalité du monde végétal de la planète, et donc de tous les prédateurs qui dépendent des herbivores, et donc, vous avez compris. Sur le complexe argilo-humique, je ne dirais qu'une seule chose, c'est que l'élément le plus important, c'est le calcium. Or, 60% de la totalité du complexe argilo-humique de la planète est due à un seul ouvrier. C'est le lombric. Le ver de terre, qui possède une glande que l'on appelle la glande de Morène, qui a été découverte par Morène, et qui permet de prendre de l'humus, de l'argile et de les réunir collés par un calcium, Ca2+. Vous avez vu que le calcium, il fait beaucoup de choses. Souvenez-vous de la paramécie, des neurones qui potentialisent, bref. Dans ce monde bactérien, nous allons distinguer deux groupes. Les bactéries qui ont besoin d'air, que l'on appelle aérobie, et celles qui n'ont pas besoin d'air, que l'on appelle anaérobie. Pour vous donner un exemple, sous Venise, il y a des troncs d'arbres vieux de 200 ans qui sont toujours dans l'eau. Pourquoi ne sont-ils pas dégradés comme le tas de bois dans mon jardin en 3 saisons ?
Parce qu'il n'y a pas dans l'eau les enzymes, les bactéries et surtout les champignons pour décomposer la lignine du bois. Petite remarque, cela dit en passant, les enzymes pour dégrader les matières fécales des sapiens ne se trouvent pas dans l'eau non plus. C'est sur le sol. Pour celles et ceux qui vivent dans la montagne et qui ont l'habitude d'avoir des chamois qui passent dans leur jardin et qui leur laissent des petits cadeaux en partant, tout le monde remarque qu'au bout de 3 jours, il n'y a plus rien. Combien de temps tient une bouse de vache sur un champ? Pourquoi est-ce qu'une bouse de vache, au bout de 4 heures au soleil, ne sent plus mauvais? Où est passée la bouse de vache au bout de 5 jours? Revenons à nos petits potes. Le lombric, lui, il plonge et il remonte tous les soirs le même volume de son corps en matière fécale, qui contient de 11 à 45 fois plus de nutriments que le sol qui l'entoure. Cela dit en passant, les fientes de vers de terre, que l'on appelle des turicules, est l'un des engrais les plus puissants au monde, et il est complètement gratos. J'en profite juste pour faire une petite parenthèse et me poser les questions suivantes. Sachant qu'un seul arbre géant de la forêt tropicale consomme en 24 heures l'équivalent de ce que mange 1 hectare de maïs. Quel est le budget annuel de tous les gouvernements pour arroser la forêt? Quel est le budget annuel de tous les gouvernements pour les engrais de la forêt? Quand est-ce que sur le calendrier vous avez prévu de mettre le sol de la jungle en jachère? That's the wrong number! Much better, thank you, Aziz.